Donc je vais résumer le propos de manière à ce qu'on ait le temps d'avoir un échange. Et dans le résumé, du coup, je vais aller plus vite, notamment sur la question des plantes transgéniques. Mais ça m'a semblé vraiment important de montrer que ces questions de méthode sur la prise en compte à la fois de l'expertise, des risques et de la difficulté objective qu'il y a à marier la démocratie et les choix techniques, c'est bien de voir que ce n'est pas un problème spécifique aux questions nucléaires et de prendre cet autre sujet qui est les plantes transgéniques et qui a l'immense avantage par rapport au nucléaire, quelque part, de n'être pas un problème, puisqu'il n'y en a pas en France de culture de plantes transgéniques. Et donc, ça peut permettre aux partis politiques de faire comme si le problème n'existait pas et de ne pas avoir d'avis là-dessus ou de mettre le problème sous le tapis. Et bref, de traiter la question sur le mode il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse pas par résoudre. Un vieil adage Ratzoc de la Troisième République. Donc, j'y vais tout de suite pour qu'on ne perde pas de temps. En introduction, quand même, cette idée. Dans la mouvance politique qui est la nôtre, il y a eu un rêve ancien qui est celui que le partage du savoir permettrait le partage des pouvoirs et la résolution des problèmes politiques. C'est un rêve ancien parce qu'il a quand même au moins 2 siècles et demi, c'est les Lumières, et ça a été repris par le positivisme marxiste tout au long du XXe siècle. Or, ce rêve est définitivement une illusion pour des raisons fondamentales et qui ne peuvent pas être renversées par un travail éducatif. Alors, pourquoi c'est une illusion? Il y a une première raison qui est immédiate, et qui est que la rationalité de la population, qui s'exprime par ses choix démocratiques, repose non pas seulement ou pas nécessairement sur le partage du savoir, mais d'abord et avant tout sur son expérience de la vie quotidienne. Donc très rapidement, la population a fait l'expérience de risques industriels, de risques technologiques, l'expérience de l'amiante, etc., etc. Cette expérience, ce n'est pas le partage du savoir, c'est ce qu'elle a vécu de la chose. Et ça peut l'amener à refuser des technologies, nouvelles ou pas d'ailleurs, au nom de cette expérience, et ceci est une attitude rationnelle. On n'est pas dans l'irrationalité quand on est dans cette attitude-là. Parce que décider sur la base de son expérience, c'est rationnel. Mais il y a des raisons encore plus profondes que ça. En résumé, le savoir tel qu'il se constitue dans la science contemporaine, dans les laboratoires, n'est pas partageable. Au sens où il se constitue à travers un mouvement de spécialisation d'une telle force que le partage du savoir n'est même pas possible dans les laboratoires. Ça peut sembler énorme ce que je dis là. Le problème, c'est que c'est vrai et que je le vérifie et que la plupart des scientifiques le vérifient tous les jours. Petite anecdote qui vous prouve que ce n'est pas une idée nouvelle pour moi. Il y a plus de 20 ans, quelqu'un que vous connaissez bien, Gilles Cohen-Tanouji, sort d'une réunion avec ses collègues du labo d'à côté, donc qui font de la physique nucléaire. Lui, il faisait de la physique des particules. Il est enthousiaste, il me dit « Ah Sylvestre, c'est super intéressant et tout ». Donc je le titille un peu, et alors, t'as compris quoi? Et au bout d'un moment, il me dit « En fait, dès qu'ils ont causé technique, je n'ai rien compris ». Pourquoi? Parce que les maths qu'on utilise en physique nucléaire ne sont pas celles qu'on utilise en physique des particules, et donc techniquement, il était complètement largué. Alors c'est une anecdote
qui en outre déjà ancienne, mais qui illustre ça. Et quand on parle partage du savoir, a priori, c'est bien de ce savoir-là, celui qui est fabriqué dans les laboratoires dont on parle. Et celui-là, il n'est pas partageable. Et le fait qu'il ne soit pas partageable par les scientifiques eux-mêmes, les biologistes partagent très peu ce qui se passe en physique, mais les biologistes partagent très peu ce qui se passe dans d'autres laboratoires de biologie. Autre anecdote, beaucoup plus récente, à la fin de la manif du 1er mai, je prends un pot avec Alain Trautmann, que vous connaissez peut-être, un biologiste, premier porte-parole et fondateur de Sauvons la Recherche. Je lui parle des virus géants. Et bien Alain Trautmann, qui est un biologiste de très haut niveau, les virus géants, il n'en connaissait rien. Alors que c'est une des avancées majeures des 10 dernières années en biologie. Et je ne parlais pas à un physicien, ni à un chimiste, ni à un géologue, je parlais à un biologiste. Puisque les scientifiques ne partagent pas, du coup, c'est normal, c'est inéluctable que les politiques ne partagent pas, les citoyens ne partagent pas. Donc quand Royal et Sarkozy, dans leur débat en 2007, sont infoutus de citer un seul chiffre pertinent sur l'énergie nucléaire, quelque part c'est désolant, mais d'un autre côté c'est normal. Parce que s'ils avaient parlé d'autre chose, s'ils avaient parlé des plantes transgéniques, s'ils avaient parlé des risques des nanotechnologies, ou tout ce que vous voudrez, eh bien ça aurait été la même chose. Mon voisin de palier, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Pierre Laurent ne lisent pas les publications scientifiques, mais c'est normal, puisque la majorité des scientifiques ne lisent pas la majorité des publications scientifiques. Il y en a trop, énormément trop. Donc, première chose, le savoir n'est pas partageable. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, hein? C'est rapidement les plantes transgéniques, le refus massif de la population française des OGM dans l'assiette repose avant tout sur la méconnaissance générale et très profonde de la biologie moléculaire. Et donc tout à la fois des risques et des avantages de la technologie sur tous les plans, aussi bien économique, social ou sociétal, mais que sur les conséquences agronomiques ou sanitaires et environnementales de l'usage de quelques plantes transgéniques, que ce soit d'ailleurs. Ce qui aboutit au paradoxe suivant, par exemple, en France, vous avez aucune culture de plantes transgéniques. La quasi-totalité des régions, sans ce conseil régional, a voté des textes interdisant la culture de toute OGM dans les champs, sans préciser lesquels. Alors que le seul pour lequel la question se soit réellement posée, c'était les plantes dites BT, donc qui produisent un insecticide par l'introduction d'un gène d'une bactérie ubiquiste d'ailleurs dans leur génome. Il aurait été possible d'avoir une discussion technique sur les avantages et les inconvénients de telle culture en France. La balance des risques et des avantages, elle est pas comme ça. Il n'y a pas que des avantages ou que des risques. C'est quelque chose de très nuancé. Si on discute avec des agronomes sérieux, ce qu'on a essentiellement, c'est l'idée que la seule bonne stratégie d'usage de ce genre de plantes transgéniques, c'est une stratégie modérée qui l'intègre dans une stratégie où on va multiplier les méthodes différentes de lutte contre les insectes ravageurs, de manière à ne pas faire, c'est Darwin qui le dit depuis 150 ans, développer des résistances ou des souches particulièrement capables de résister à l'insecticide. Autrement dit, des stratégies totalement opposées d'une part à la stratégie commerciale d'une boîte comme Monsanto, mais d'autre part aux impératifs économiques qui pèsent sur les agriculteurs, qui ont besoin de rentabiliser au maximum leur culture d'une année sur l'autre et qui ont énormément de mal à construire une agriculture durable, c'est-à-dire où on prend des dispositions qui sont négatives du point de vue du compte d'exploitation de l'entreprise sur une année, mais positives sur l'ensemble de l'agriculture sur 15 ou 20 ans. Alors, est-ce qu'on peut atténuer le caractère un peu désespérant de ce que je viens de dire? C'est dommage que je n'ai plus
des petites... voilà. Ah, non, il n'y a plus rien qui marche. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans les images. Bon, est-ce qu'on peut atténuer ce caractère désespérant en disant est-ce que c'est si important de partager le savoir brut? Et la réponse est non. On peut se dire que ce qui est important, c'est de partager une forme d'expertise sur les technologies proposées par la science. Cette expertise, évidemment, il faut d'abord s'interroger sur sa construction. D'abord, elle doit répondre à des critères sévères de qualité, d'intégrité, de collégialité, de respect des données scientifiques, des déterminants économiques, sociopolitiques ou philosophiques qui dessinent l'espace des choix parmi les technologies possibles. Or, le problème, c'est qui va organiser l'expertise qui serait aussi bonne que cela. Ça ne peut être que le pouvoir politique, parce qu'il n'y a que lui qui a la légitimité démocratique. Ça marche pas? Je ne sais pas, parce que normalement on fait défiler ici, oui. Donc peut-être vous pouvez ouvrir le document. Ou alors je vais en chercher un autre, peut-être. Tac. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans les images. Seule la puissance publique a la légitimité d'organiser l'expertise. Par exemple, c'est la puissance publique qui a organisé le GIEC. C'est la puissance publique qui crée les agences d'expertise sanitaire. C'est la puissance publique qui crée l'autorité de sûreté nucléaire. Et personne d'autre ne peut le faire. Oui, mais c'est quoi la puissance publique? C'est quelque chose qui est exercé, un pouvoir qui est exercé par des forces politiques. Or, les forces politiques elles-mêmes sont déterminées par des idéologies, par des liens avec des intérêts sociaux. On a une droite, et aussi un parti socialiste d'ailleurs, qui est très lié aux puissances économiques et financières dominantes. Donc, il n'y aura pas de miracle. Et il n'y aura pas une puissance publique qui serait une administration neutre des choses, capable de mettre en place les systèmes d'expertise qui permettront aux citoyens de se dire « oui, d'accord, moi je ne comprends pas tout, mais dans chaque domaine, j'ai des systèmes d'expertise collectifs qui ont la mission et la capacité de me dire en toute neutralité par rapport aux différents intérêts, non pas en les cachant, mais au contraire en les mettant sur la table, de me dire, bah voilà, telle technologie peut avoir telle ou telle conséquence, positive, négative, pour qui, dans quelle dimension temporelle, et en fonction de quels intérêts économiques et sociaux. Et donc, du coup, je vais pouvoir choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser une technologie en fonction de ce qu'elle peut apporter ou des risques qu'elle représente. Donc le problème, en disant on passe de le savoir n'est pas partageable, mais en revanche on peut peut-être imaginer partager une expertise dès lors qu'elle est construite correctement et qu'elle est sous une forme plus diffusable, même si ne rêvons pas. En faisant ça, on ne résout pas le problème, on le déplace et on ne le simplifie pas non plus. Parce que ce n'est pas vrai qu'il y a des solutions simples à cette question de la construction de l'expertise en regard des qualités qu'on exige qu'elle a. Deux mots sur l'exemple des plantes transgéniques, puisque en face des difficultés d'acceptation sociale, par exemple, le pouvoir politique avait mis en place la commission du génie biomoléculaire, puis le Haut Conseil des biotechnologies, dont vous savez peut-être que la composante économique, sociale et éthique a explosé en plein vol parce que un certain nombre de représentants de syndicats, de travailleurs comme de chefs d'entreprise d'ailleurs, du monde agricole, devant le blocage des représentants d'ONG
qui était là pour dire non pas on discute des avantages et des inconvénients des PGM, mais on n'en veut pas, point barre. Mais finalement, le truc a explosé en plein vol et n'est plus capable aujourd'hui de proposer au pouvoir politique ou aux citoyens une analyse experte des risques et des avantages du point de vue de la société, économique, sociale, éthique, de telle ou telle plante transgénique. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que le pouvoir politique, depuis 20 ans, sur ces questions-là, en fait, à la fois il a improvisé et surtout il a tenu un discours qui était en permanence ce qui compte, c'est d'innover. Toute innovation est bonne, ipso facto le crédit d'impôt recherche, qui repose sur un principe idéologique qui est que toute innovation est tellement bonne qu'il faut la financer par les deniers publics, enfin en tout cas aider toute innovation privée, quelle qu'elle soit, sans regarder sur quoi elle porte, par les deniers publics. On est dans l'idéologie là, parce qu'en réalité il n'y a rien qui démontre que ça soit vrai, que toute innovation soit bonne, surtout si son moteur d'origine c'est une entreprise qui pense qu'avec cette innovation elle va gagner plus d'argent. Cette injonction s'est transformée en discours politique destiné à vendre l'innovation. D'ailleurs, je vous alerte sur le fait que le Parti socialiste souvent reprend ça sans aucune réflexion. Et donc, du coup, c'est bien gentil de se retourner contre les chercheurs, contre les gens de l'INRA, du CIRAD ou de l'IRD, mais est-ce que la puissance publique leur a demandé de s'organiser pour se poser des questions fondamentales sur les finalités des innovations qu'on propose en matière de plantes transgéniques? Non. Pourtant, à l'intérieur de l'INRA, vous pouvez rencontrer des gens, y compris qui s'expriment dans des revues de l'INRA, comme le Courrier de l'Environnement, et qui sont capables de proposer une analyse approfondie, sérieuse, critique de l'intérêt ou de l'inintérêt social ou sociétal ou économique de telle ou telle plante transgénique, voire par exemple de construire une méta-analyse sur les risques des plantes tolérant au glyphosate de Monsanto, qui montre sans ambiguïté là aussi que en fait, le seul bon usage de long terme d'une telle plante, c'est le contraire de la stratégie commerciale de Monsanto ou de la manière dont les agriculteurs se débrouillent dans le monde dans lequel ils sont. Parce que le seul bon usage, c'est un usage modéré où on décide a priori de l'utiliser que de temps en temps, de modifier les endroits où on... Pourquoi? Parce que Darwin, dès lors que vous utilisez massivement toujours le même herbicide, vous allez sélectionner des herbes des mauvaises herbes de plus en plus résistantes à cet herbicide. C'est un mécanisme qui est en réalité dans son principe connu depuis Darwin. Sauf que si on le prend au sérieux, eh bien, on construit des usages qui sont en totale contradiction avec ceux qui motivent l'industriel et ceux qui s'imposent aux agriculteurs aujourd'hui parce qu'ils sont comme ça tous les ans, il faut rembourser la traite du tracteur, etc., etc. Nota bene sur les gaz de schiste. Le gouvernement a cédé à la demande des pétroliers et des gaziers de faire le plus vite possible de l'exploration dans des zones en France où il y avait possiblement du gaz de schiste. Ça s'est très mal terminé, vous le savez, je ne reviens pas sur l'histoire, mais le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, une attitude raisonnable et responsable sur cette question serait de dire, bon, s'il y a en France des régions qui sont moins défavorables que d'autres au plan géologique en termes de risque de pollution des nappes, de pollution de surface, etc., et si on confierait à un organisme public le soin, non pas de préparer une exploitation, mais d'estimer les ressources pour savoir si ça vaut vraiment le coup, de se poser la question de leur exploitation, aujourd'hui, on pourrait parfaitement avoir une situation de blocage avec une population qui refuserait cette position, somme toute raisonnable, et dont le point de départ serait, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, on n'exploite pas. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence, mais peut-être que dans 30 ans, les Français ont vraiment intérêt à savoir s'il y a du gaz de schiste en sous-sol en Île-de-France et si c'est exploitable ou pas. Sur le nucléaire, la situation actuelle
la relation entre la population et le système de contrôle et de surveillance est en fait gravissime. Si vous regardez le dernier baromètre de l'IRSN, une énorme majorité de la population pense que, plus de 80%, pense que les élus et les gouvernements leur mentent sur le risque nucléaire. Et ce pourcentage est à plus de 60% pour les industriels et pour l'IRSN et l'ASN. Curieusement d'ailleurs, les seuls auxquels les Français ont majoritairement confiance, c'est l'Académie des sciences et le CNRS, c'est-à-dire des institutions qui ne disent rien sur le sujet. En tout cas, si vous observez la trajectoire de la réponse à la question est-ce que l'IRSN et l'ASN ou leurs équivalents précédents vous disent la vérité ou vous mentent sur les risques nucléaires sur les 25 dernières années, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a aucun changement avant et après 2006. Or, en 2006, avec la loi Transparence et Sûreté Nucléaire, l'IRSN est définitivement devenue une institution autonome, extirpée complètement du CEA, avec un budget autonome, et donc, du point de vue de ses structures et de son financement, ne fait plus partie du système nucléaire au sens des exploitants ou des organismes de recherche. Et d'autre part, l'ASN est devenue une autorité administrative indépendante dont les commissaires ont un statut de magistrat et qui ne peuvent être révoqués par le pouvoir politique après leur nomination. Et tous les observateurs du nucléaire savent que cette loi a eu un effet réel. Quand on observe l'action de l'ASN avant, quand c'était un service ministériel, et après, quand c'est devenu une autorité administrative indépendante, il y a un vrai changement dont les industriels se sont rendus compte à leurs dépens. Les industriels ou le CEA, par exemple. D'ailleurs, ça s'est tellement senti qu'avant Fukushima, moi j'ai entendu dans les milieux industriels, ou même parfois au CEA, des gens qui traitaient le président de l'ASN, Lacoste, de fossoyeur du nucléaire. Or, cette césure dans les faits, on ne la voit pas dans les enquêtes d'opinion sur est-ce que les Français pensent que l'autorité de sûreté nucléaire non pas est compétente. Ça, ils pensent souvent que c'est compétent, mais qu'ils pensent qu'elle ment sur les risques. Alors, juste un point, la confusion des esprits sur les risques du nucléaire, aussi bien les risques en termes réels, la radiologie, tout ce que vous voudrez, et sur le fonctionnement du système, c'est vrai que ça provient du savoir qu'on ne partage pas, mais ça provient aussi du fait que c'est un objet d'affrontement politique majeur. Et que comme c'est un objet d'affrontement politique majeur, c'est un objet sur lequel on ment. Les forces politiques mentent, racontent des histoires, les journaux mentent aussi ou simplifient à outrance. Et donc vous avez Proglio qui dit le nucléaire c'est 1 million d'emplois, vous avez des gens qui vous disent Tchernobyl ça a fait 30 morts, etc., des choses comme ça. Et quand vous faites le bilan de où est la bonne information, honnête, cherchant à expliquer plutôt qu'à convaincre par des arguments qui sont frappants mais qui en réalité n'opposent pas sur la réalité, vous avez une construction de désinformation, une construction de fausses représentations qui est massive et qui est terriblement efficace et qu'on peut repérer à chaque fois qu'on discute avec les gens de ça. Donc j'accélère encore. Du coup, c'est quoi la responsabilité des partis politiques, du Front de gauche en particulier, de ces directions? Puisqu'on ne peut pas transformer chaque militant ou chaque candidat à une fonction élective ou délibérative, exécutive ou délibérative, en sachant tout. La preuve... bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas élargir le cercle des connaisseurs. Non. La politique éducative, de formation, de diffusion des connaissances, c'est quelque chose qui doit être considéré comme une œuvre de longue haleine. Et il faut bien... Moi, je suis persuadé que sur le long terme, une civilisation comme les nôtres qui repose sur l'usage massif de la technologie et où la population serait tout aussi massivement un troupeau ignorant des conséquences ou des modes de fonctionnement des technologies qu'elle utilise massivement, moi je pense que ça c'est à terme mortel. En tout cas, ça peut conduire à d'extrêmement mauvaises décisions. Pour ce qui concerne le nucléaire,
moi j'observe quand même une ligne de partage entre deux types de questions en termes de diffusion à la fois du savoir et des attitudes. Quelles attitudes ont les gens? Il y a les questions économiques, énergétiques, sociales, où, curieusement ou pas curieusement, moi je pense que c'est pas curieux, il y a une conjonction apparente entre l'expertise savante et ce que pensent les gens. Pas tous les gens, mais en gros, si vous faites une enquête, vous regardez le baromètre de l'IRSN, si on demande aux gens, à votre avis, c'est quoi les arguments en faveur de l'énergie nucléaire, ils répondent l'indépendance énergétique, le prix de l'électricité et parfois, c'est en compétition avec le prix, la non-émission de gaz carbonique. Et c'est vrai. Est-ce que cette conjonction vient d'une bonne diffusion du savoir? Je ne pense pas. En revanche, les Français ils payent tous les mois leur facture d'électricité. En 1984, le prix en euros constants, en 1984, c'était 24 centimes le kilowattheure pour les ménages. Aujourd'hui, c'est 14 centimes. Et ça a fait comme ça. Les gens savent qu'ils payent leur jus moins cher qu'il y a 20 ans. Et ils savent en général qu'ils le payent moins cher que leurs voisins. Ce qui ne veut pas dire qu'ils connaissent parfaitement les prix, qu'ils connaissent la courbe dont je viens de parler, etc. etc. Mais en tout cas, ils ont une expérience de ça. De la même manière, ils ont une expérience du fonctionnement d'EDF, ils connaissent des gens qui travaillent à EDF, ils ont une expérience du fait que cette énergie a permis de bénéficier d'électricité en grande quantité. On n'a pas de problème avec la fourniture d'électricité. Et ils savent quelque part que, vu que les autres ils font ça notamment beaucoup avec du charbon et du gaz, comme nous on ne le fait pas et comme on n'en a pas, c'est autant de choses qu'on n'importe pas. C'est des choses qui sont relativement bien partagées, même s'il ne faut pas rêver. En revanche, du côté des risques sanitaires et environnementaux, ou de la maîtrise de la technologie et de ce qu'il faut faire avec les déchets, etc., là, c'est le grand trou noir. C'est même paradoxal. Si vous étudiez les réponses dans le baromètre de l'IRSN des gens à des questions sur la sécurité et les conséquences sanitaires du nucléaire, normalement, ils devraient être tous contre le nucléaire, puisqu'il y a une grosse majorité de Français qui pensent que les centrales françaises vont donner des cancers aux gens. En 1977, 25% des Français répondaient à cette question, donc au moment où on met en œuvre Fessenheim, 25% des Français n'étaient pas d'accord avec cette affirmation la radioactivité d'une centrale en fonctionnement normal va donner des cancers à la population environnante. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7%. Je pourrais donner d'autres chiffres, mais je vous invite à lire le baromètre. Sur les risques de Fukushima, une grosse majorité de Français pensent que ça fera plus de 5000 morts par conséquences radiologiques chez les Japonais. Et ils ont coché la case 5000 parce que c'était la plus élevée dans l'enquête. À mon avis, si on avait mis 25 000, ça aurait été pareil. Cette appréciation du risque nucléaire, ou par exemple de la possibilité ou pas de gérer correctement le risque des déchets, n'est pas un problème un parmi d'autres. Pour moi, c'est une condition sine qua non de l'usage de cette technologie. Alors d'abord, c'est une condition sine qua non de facto, c'est-à-dire que si on n'était pas capable de maîtriser ce risque, de protéger la population contre la radioactivité gigantesque qu'on crée dans les réacteurs, ça serait complètement irresponsable de préconiser l'usage de l'énergie nucléaire. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Et il faut bien avoir conscience du fait que tous les pays petits, soit par leur taille, soit par leur parc nucléaire, et qui utilisent le nucléaire, en réalité, sur ces questions-là de sûreté, sont complètement dépendants des grands. Ils ne sont pas seulement dépendants au niveau de la fourniture du réacteur et du combustible et éventuellement de la récupération des déchets. Quand le Qatar achète une centrale,
Ils n'achètent pas seulement la centrale, l'exploitation de combustible et tout. En fait, ce qu'ils achètent, c'est le système de sûreté qui est avec. Et donc, ils n'ont aucune maîtrise de ça. D'ailleurs, ça veut dire que pour plein de petits pays, ça peut être un choix tout à fait rationnel de dire, puisque je ne maîtrise pas, je ne veux pas de nucléaire. Il faut en avoir conscience. Pour les Suisses, les Belges, par exemple, c'est une question. Pourquoi ? Parce qu'en dessous d'un certain nombre de réacteurs nucléaires, vous ne dégagez pas assez d'argent pour financer un système technique et d'expertise suffisant pour créer ce qu'il faut pour gérer ça correctement. Et d'autre part, c'est un sine qua non politique. À partir du moment où on est en démocratie, si la majorité des électeurs pensent que le risque est trop grand et qu'il n'est pas acceptable, un jour ou l'autre, vous avez une situation où ils disent aux partis politiques, ça, on n'en veut pas. Et si vous en voulez, vous n'avez pas le pouvoir parce que vous n'aurez pas la majorité. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui se passe en Autriche, en Italie, et c'est probablement ce qui risque de se passer au Japon. Et ça, il faut l'accepter complètement. Autrement dit, il faut accepter le principe que s'il y a une majorité de la population qui ne veut vraiment pas de ça, eh bien tant pis, on ne lui impose pas. Et d'autre part, ça signifie que, eh bien, il faut être capable de mettre en œuvre les systèmes qui permettraient de convaincre la population qu'on a mis en place les moyens qui permettent de maîtriser le risque sanitaire et environnemental du nucléaire. J'accélère. Comment le faire ? Et c'est là que je reviens à l'IRSN et notamment à l'autorité de sûreté nucléaire. L'existence de cette autorité fait partie d'un mouvement général d'externalisation de l'expertise et de la gestion opérationnelle du risque sanitaire dans les États occidentaux pour aller vite. Cette externalisation répond à plusieurs moteurs. Il y a eu le moins d'État ultralibéral, thatchérien, reaganien. Mais il y a eu aussi la grande trouille après les affaires du sang contaminé et compagnie. En éloignant de l'exécutif la prise de décision, on éloigne le risque judiciaire pour les ministres. Il y a aussi la prise de conscience honnête du fait que, devant la complexité de ces techniques, les élus, les responsables politiques ont le sentiment qu'ils ne sont pas capables. Et donc, ils essayent d'externaliser ça de structures ministérielles qui fonctionnent sous la coupe de l'autorité politique directe. Donc il y a des raisons, les unes bonnes, les autres moins bonnes, mais qui font que l'ASN n'est qu'un exemple parmi toute une série d'autres agences, autorités administratives, systèmes d'expertise, de gestion des risques. Pourquoi ? Parce que les partis politiques, les responsables politiques ont bien compris que ça pouvait, sur le nucléaire comme sur d'autres, in fine se transformer en sanction politique majeure. Si on partage ça, pas toutes les raisons, mais au moins certaines, dont le problème de la complexité objective, et lié à la manière dont le personnel politique est sélectionné dans les partis par les électeurs. Si on partage ça, donc si on ne propose pas une réinternalisation de ce genre de fonction dans l'appareil d'État au sens de son exécutif, parce que c'est toujours de l'appareil d'État. C'est pour ça d'ailleurs que le moins d'État, c'est une totale illusion dans cette affaire. Il y a plus d'État à la fin, au sens où il y a plus de gens, plus de salaires à payer, plus d'équipements, etc. Il n'y en a pas moins, mais c'est pas grave. En tout cas, ça veut dire que la première responsabilité, la responsabilité principale des partis politiques et des militants et des dirigeants, c'est d'être capable de maîtriser tout cet aspect-là d'organisation et de la construction de l'expertise et du fonctionnement des institutions type ASN qui exercent un pouvoir de contrôle pour la gestion des risques. Autrement dit, moi ça ne me gêne pas que Pierre Laurent ou Jean-Luc Mélenchon soient nuls en électronucléaire. En revanche, j'exige qu'ils connaissent bien la loi TSN et comment fonctionne l'ASN, par exemple, s'ils veulent avoir un avis sur comment on peut gérer ou pas le risque nucléaire en France. Vous savez qu'on est très loin de cette situation.
vais terminer par juste 2-3 mots sur le nucléaire. Faut pas rigoler avec ça. Faut pas seulement parce que on voit bien avec l'exemple de Fukushima, on l'a eu avec l'exemple de Tchernobyl, la non-maîtrise du risque aboutit à des situations à caractère catastrophique, même si la description de la catastrophe demande un peu d'effort, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, il faut être conséquent. Si on décide que c'est l'IRSN et l'ASN qui doivent dire à l'État, au gouvernement, aux citoyens, si telle ou telle installation nucléaire est sûre ou pas, et d'ailleurs en ayant le pouvoir de la fermer directement, sans référer à l'autorité politique, alors il faut s'interdire d'utiliser des arguments à caractère de sûreté dans le débat politique sur la fermeture ou le fonctionnement de telle ou telle installation. Autrement dit, moi je veux bien que François Hollande me dise je veux passer de 75 à 50% de nucléaire dans l'électricité, donc il faut bien fermer des centrales, et je commence par celle-là, parce qu'il ne faut bien en fermer une, et que voilà. S'il commence à me parler de la sismicité, là, je dis stop. Ça, c'est l'affaire de l'ASN et de l'IRSN. C'est pas la vôtre, monsieur Hollande. Parce qu'elle est où votre étude scientifique qui ne serait pas prise en compte par l'autorité de sûreté nucléaire et qui dirait qu'il y a un risque sismique particulier pour Fessenheim qui dirait qu'il faudrait la fermer? Ça ne veut pas dire que le président de la République n'est pas légitime à dire je ne veux plus telle ou telle centrale, mais pas sur un argument de sûreté. Ou alors, il réinternalise la SN au ministère de l'Industrie et M. Lacoste redevient un directeur d'administration centrale. Mais il faut choisir. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et de ce point de vue, il faut exiger la même chose des partenaires du Front de gauche. Parce que sinon, ils prétendent en savoir plus que les experts. Ça ne va pas. Enfin, sur l'énergie nucléaire, il ne faut pas rigoler aussi parce que on fait 75, parfois 77% de notre électricité avec ça. Que si on s'en passe rapidement, ça veut dire qu'on fait massivement du fossile. Et que si vous regardez le Energy Concept allemand, donc leur plan à 2050, ce qui saute aux yeux, c'est qu'entre maintenant et 2020-2030, ils ont des choses précises sur avec quoi ils font de l'électricité. Et les choses précises, c'est quand même qu'en 2020-2030, il y a toujours pratiquement 60% de fossiles dans l'électricité. Et puis, entre 2030 et 2050, d'une manière miraculeuse, on passe à plus de nucléaire, plus de fossiles non plus. Et il n'y a que du renouvelable. Sauf que là, ça devient très imprécis, en réalité. Et puis, à la base, il y a une division par deux de la consommation d'électricité qui descend du ciel aussi. Autrement dit, moi, quand je discute avec les gens qui sont experts dans le sujet, je ne peux pas vous dire que c'est impossible de faire dans un pays moderne, dans 40 ans, de l'électricité uniquement avec des renouvelables et des systèmes de stockage et tout ce que vous voudrez. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Personne ne le dit s'il est sérieux. Mais inversement, s'il est sérieux, personne ne dit qu'on sait le faire. Autrement dit, le statut politico-cognitif du programme allemand, il est sérieux pour les 20 ans qui viennent et pour la suite, c'est un souhait. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, je dis que c'est un souhait. Donc on en est là et du coup, on a le droit quand même de se poser la question suivante. Est-ce que c'est judicieux d'éliminer par avance, a priori, le recours au nucléaire pour de l'électricité? D'un côté, on a 40 ans d'électricité nucléaire avec 450 réacteurs qui ont fonctionné. Et de l'autre côté, on a TMI, Tchernobyl, Fukushima. TMI dit une chose, c'est que c'est possible de construire des réacteurs qui connaissent une destruction totale de leur cœur et sans avoir de conséquences radiologiques à l'extérieur. C'est un enseignement qu'on aurait préféré ne pas réaliser comme ça, mais bon, du coup, on le sait. Et ça, en réalité, ça donne l'architecture de l'EPR. Mais ce que dit Tchernobyl, c'est que
faudrait mieux arrêter tous les réacteurs qui n'ont pas d'enceinte de confinement capable de faire ça. Et que ce n'est pas raisonnable d'utiliser du nucléaire dans un système sociopolitique où on est capable de ne pas mettre en œuvre les consignes de sûreté les plus élémentaires, telles qu'elles sont édictées par ce qui peut servir de réglementation à l'époque, constructeur, autorité de sûreté nucléaire chez nous. Et enfin, ce que dit Fukushima, c'est que dès que vous êtes dans un pays qui n'est pas capable de regarder en face et sérieusement les risques naturels auxquels il est exposé, premièrement, parce que c'est ce que les Japonais ont fait. C'est pour ça qu'ils ont eu les 20 000 morts du tsunami. Et d'autre part, ne pas être capable d'imposer des relations saines entre les constructeurs et les exploitants de centrales nucléaires, le gouvernement et un système d'expertise et de contrôle, eh bien, il vaut mieux pas en faire du nucléaire. Et dernière petite anecdote, depuis 2006, les journalistes comme moi ont une relation assez différente avec l'autorité de sûreté nucléaire, et notamment avec son président, avec Lacoste. Et je peux vous assurer que à chaque fois que moi et d'autres collègues, comme ça, en prenant un pot avec lui après les conférences de presse officielles, on lui demandait, à votre avis, c'est où le prochain gros accident? Il a toujours répondu le Japon. Et chaque fois, on était un peu sur le cul, on lui disait, mais quand même, pourquoi le Japon? Et il répondait toujours, parce que leur système de sûreté est pourri. Et que leur autorité de sûreté est incapable d'imposer des mesures que nous, on imposerait sans difficulté aux exploitants. Autrement dit, ça veut dire que l'avenir du nucléaire dans le monde, au moins pour les 20 prochaines années, il n'est pas gros, si on est raisonnable. Parce qu'il n'est pas gros. Parce que si on est raisonnable, ça veut dire qu'il faut éliminer tous les pays qui ne correspondent pas aux conditions les plus strictes qu'on exige nous. C'est-à-dire que des réacteurs avec un niveau de sûreté de type EPR, donc pas de low cost, que des pays où il y a un système politique capable de mettre en place des structures de surveillance et de contrôle complètement indépendantes, compétentes, non corrompues, et capable de dire à un gouvernement comme à un exploitant, là, la centrale, vous me l'arrêtez demain matin, sinon le directeur de la centrale, je le mets au trou direct, ce que l'ASN a le pouvoir de faire en France. Eh bien, vous voyez que si vous faites la liste des pays qui réunissent ces conditions, elle n'est pas si longue que ça. Voilà.